KSW, le classique à Paris avec en main event un combat qui oppose deux Français pour la ceinture lightweight. Le double champion de l'organisation, Saladin Parnasse, cherchera à défendre son titre face à Wilson Varela qui est sur une série de 6 victoires dont 5 avant la limite. On n'est pas sur le plus haut niveau en France, on est bien sur le plus haut niveau en Europe. Et l'analyse, c'est maintenant avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intrigue? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat? Ce qui m'intrigue, je veux dire Varela. Varela, je pense qu'on est nombreux à ne pas trop le connaître. Enfin, on le connaît pas autant qu'on ne connaît Saladin Parnasse. Et puis au vu de la hype je sais pas si elle est construite, on tente de la construire. Au vu des retours de ses proches, voilà, j'ai envie de savoir si je passe à côté de quelque chose. Voilà. J'aime bien la manière dont tu formules ça. Moi déjà, je trouve ça cool d'avoir un combat franco-français en main event et pour une ceinture du KSW qui a lieu en plus à Paris. Donc ça, c'est sympa. Je pense qu'il y aura une belle ambiance. Et à part ça, pour moi, c'est le genre de combat où il y en a un qui doit venir en mode intelligent et un qui doit venir pour prendre des risques. Et j'aime ce genre de dynamique dans un combat qu'on va analyser juste après notre Tale of the Tape. Wilson Varela est classé numéro 2 au KSW et 103e sur Fight Matrix avec son palmarès de 12 victoires pour 5 défaites en professionnel. Il a un palmarès intact au KSW en 4 combats. Avec 5 victoires par KO et 4 par soumission, Wilson possède un taux de finalisation de 75%. Saladin Parnasse est 36e sur Fight Matrix du haut de son palmarès de 19-2. Il a été signé jeune au KSW et y a déjà cumulé 13 combats dont 11 gagnés. 4 de ses victoires sont par KO, 7 par soumission, ce qui lui attribue un taux de finalisation de 58%. C'est Wilson Varela qui profitera d'un avantage sur la taille et la longe. Il mesure 1m84 avec un hip ratio de plus 8. Saladin Parnasse est 5 cm plus petit et aura un déficit d'allonge de 6 cm. Le challenger est sur une série de 6 victoires consécutives. En 2023, il efface Kati Kati en 20 secondes à l'UAE Warriors avant de signer au KSW. Il réussit ses débuts avec un TKO en 4 minutes 28, confirme contre Lukas Radjuski à la décision, puis contre son frère via un body kick en 16 secondes. Il obtient son title shot grâce à sa victoire sur l'ancien champion Marian lors du dernier UFC Paris en avril de cette année. Saladin Parnasse a défendu son titre lors de son deuxième run en tant que champion featherweight contre Rutovski par étranglement dans la 4e reprise en 2022 avant de devenir le champion intérim dans la division du dessus, également grâce à un étranglement arrière au 4e round. Il deviendra champion car Marian a libéré le titre alors qu'il devait l'unifier en se blessant à l'échauffement. Bref, Saladin défend sa ceinture featherweight sur TKO au 4e round de nouveau contre Truchala avant de tomber court dans sa tentative à devenir triple champ contre Bartos en 77 kg. Au KSW Paris, Saladin a défendu son trône des 70 kg contre Mirkea sur un high kick au premier round. Alors, notre communauté a voté, j'ai posté super tard hier, je m'y suis pris super tard, et malgré ça, on a recensé 1900 votes, avec 83% qui voient une victoire de Saladin Parnasse. Donc, comme à notre habitude, on va commencer par décrire le combattant qui a reçu le moins de votes, c'est-à-dire Wilson Varela. Donc, pour faire un profil général, c'est un striker droitier, avec un jeu plutôt simple et efficace. Il est mesuré, il met une pression progressive, il casse bien les bases avec ses low kicks. Il a des bons kicks. Son middle, évidemment, enfin, c'est pas un middle, c'est plus un front contre Radjuski, est impressionnant. Mais si on remonte à son avant-dernier combat à l'Hexagone, je pense, la guillotine qu'il gagne, ça part d'un middle qu'il envoie quand son adversaire passe en gaucher. C'est un type, hein. C'est un type kick, non? À l'Hexagone, c'est aussi un type. Sur les deux, pour moi, ça va vite, hein. Ouais. Franchement, ça va très très vite, mais pour moi, c'est une sorte de snap dans le ventre, quoi, de snap kick dans le ventre. Celui à l'Hexagone me paraît plus être un middle, celui au KSW me paraît plus être un type. J'avais l'impression que c'était quasi les mêmes, mais
Dans Mais ouais, tous en les tout cas, cas, c'est intéressant parce que c'est en garde ouverte. ouais, c'est la même jambe, hein, c'est jambe droite. Hein. C'est jambe droite, ouais. Donc pour un Voilà. droitier, il a des très bons middle parce qu'en général, en garde ouverte, c'est plus le gaucher qui a cet avantage parce que les middle partent vers le foie. Ouais. Là, ça fait très très mal, hein, parce que comment il s'appelle, Brodziak, on sent que ça lui fait très mal et puis ouais, Ah, il pour moi, plonge. c'est le même endroit. J'ai l'impression que c'est exactement le même endroit que contre Rajewski. Il se tient juste au-dessus de la vessie comme ça et ça le pique. Et c'est vrai que bah, si on a du mal à savoir ce que c'est que ça va très très vite. C'est ça, exactement, Mm. exactement. Et puis voilà, il a un jeu de feinte intéressant. Je pense que son objectif, c'est d'être un peu agressif sur sa prestance pour forcer l'adversaire à envoyer une frappe un peu sous pression pour pouvoir venir la contrer. Et il est capable de travailler quand même derrière son jab, donc il n'est pas juste dans l'attente que son adversaire engage pour pouvoir produire quelque chose. Et défensivement, je trouve qu'il privilégie le désengagement et de temps en temps il chasse. Voilà, pour un profil général. Qu'est-ce que tu soulignes comme force avant de parler des éventuelles faiblesses qu'on a relevées chez Wilson Varela? Bah écoute, sur les forces, bah, déjà cette vitesse de jambe hein, sur son kick arrière, ça va très vite. J'ai vu un beau KO avec un crochet du gauche et des genoux. Moi, les trois armes que j'ai notées, c'était son check hook, Mhm. les tips kick, mais là tu me dis que c'était peut-être middle. Enfin, en tout cas, c'est cette jambe droite qui va très très vite et ses genoux droits. Alors les genoux droits, il y a un combat, je crois, où il touche bien, c'est au KSW où il place des genoux, mais on le voit aussi à l'entraînement utiliser bien comme il faut ses genoux en contre, et alors même bah, au KSW, c'est en combinaison avec de la boxe anglaise. Et ça, moi, Mhm. j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est-à-dire que ça s'utilise quasi comme un uppercut, tu vois. Ouais. Son genou arrière, quasi invisible. Bah, il est Euh, grand pour la division, donc c'est clairement une arme de grand et ouais, il a développé ça dans son jeu, ce qui est intéressant. Ouais. ouais, il est relativement grand et effectivement, ouais. Et puis alors, selon les retours, mais je le pense et je crois aussi, apparemment, il frappe très fort. Il a une Mhm. frappe très très puissante. C'est un gros cogneur. Et vu le crochet qu'il place en contre, je ne sais plus dans un de ses anciens combats, je pense qu'effectivement ça fait mal quoi. Ouais, Mais sinon, oui, c'est marrant, je me suis fait la réflexion sur ses combats au KSW, j'ai l'impression que ses gants sont grands par rapport à son gabarit. C'est une belle réflexion que je me suis faite, donc peut-être qu'il a des grosses mains, ce qui peut aider aussi à générer de la puissance. ouais, effectivement, effectivement. Enfin, ça peut être un indicateur de puissance, on va plutôt le Mm, placer mm. comme ça. Effectivement, mais sinon, non, je te rejoins sur tous les points positifs et pour le décrire. Euh, on n'a pas du tout abordé ni sa lutte ni son sol. Moi, je pense Ouais, que, en tout parce cas, que justement, pour moi, ça penche du côté faiblesse. Ça. ouais, bah, on va faire la transition. Let's go. Alors, ouais, donc on va parler de ça. Sur les 3 combats que j'ai regardés, j'ai pas l'impression qu'il ait réussi à défendre une réelle amenée au sol, surtout à l'ouvert. Donc contre Marianne, il se fait amener au sol 2 fois. Il y a un moment, il contre bien le clinch. Au clinch, il a l'air d'être plutôt pas mal. Bon positionnement de tête, bonne pression, force physique au rendez-vous. Mais par contre, clairement, j'ai l'impression qu'il se fait amener au sol relativement facilement, que ce soit contre Islam Reda à l'Hexagone, que ce soit contre celui dont on a parlé avant avec le nom qui commence par Bro, et contre Marianne aussi. J'ai pas l'impression qu'il y ait une nécessité de lutter en chaîne pour réussir à le mettre sur son dos. Non, non, non. Moi, j'ai noté ça. Effectivement, lutte défensive n'a pas l'air encore très au point. Mmh. Au sol, on sent qu'il a, enfin voilà, il va tirer sa garde papillon pour chercher à se relever. Donc, il a, pour moi, un grappling de striker, de gars qui souhaitent se relever. Cette victoire par guillotine, pour moi, elle est vraiment, vraiment amenée grâce au kick au ventre. Parce que franchement, regarder la guillotine, elle est pas très très bien placée quand même. Enfin, dans le sens où techniquement, il y a quand même beaucoup d'espace. Et je pense que le fait qu'il soit touché son adversaire, le fait que ce soit pas non plus un combattant que l'on connaît, je pense que ça tape relativement vite, tu vois. Ouais, on a quand même 2 guillotines dans ses victoires. Encore une Ouais. fois, technique de grand. Je suis pas allé voir la deuxième qui place, mais on va tout de même faire attention à ça, je dirais. Ouais. Oui, oui. Bah, Après, ça part encore une comme fois. le Les disait guillotines, ça Aldric, part quand même très souvent. Ça part quand même très souvent
du pied-point. Donc ça me surprendrait pas que la deuxième guillotine qu'il a à son palmarès soit également quelque chose qui vient. Je t'ai touché debout, tu plonges dans mes jambes et d'un point de vue opportuniste, je viens choper la guillotine. Ouais, c'est vrai. James Dixon. C'est vrai qu'il a plusieurs finish par soumission. Soumission. Voilà, les soumissions viennent toutes en début de carrière. Son premier combat, c'est un étranglement arrière. Quand il était à 2-2, il gagne par soumission, on ne sait pas laquelle, c'est pas précisé sur Tapology. Puis c'est la guillotine. C'est marrant, ça, son combat d'après, il gagne par eye gouge. À lui, à Warrior, c'est autorisé de foutre des doigts dans les yeux. Attends, c'est bizarre ça. C'est une disqualification quoi, de son adversaire, je sais pas. Peut-être. Ouais. On a vu. Attends, il a une victoire. Ah ouais, c'est ça, ok. Son adversaire se fait disqualifier parce qu'il essaie de lui foutre des doigts dans les yeux, d'accord. Et effectivement, Broziak, c'est sa dernière victoire par soumission, donc ça remonte à 2023 et c'est son 6e dernier combat. Donc j'ai cette impression que ça arrive souvent. T'as beaucoup de combattants qui vont placer des soumissions en début de carrière et puis dès le moment où l'adversité monte, les strikers vont finalement imposer leur jeu, leur force. Donc ils vont gagner par décision en étant debout ou par finish debout. Mais alors pour l'histoire de moi, ce que j'en ai compris sur son passif, etc. Tu vois, c'est que c'est un gars qui a commencé par le MMA al Sanda et puis qui a fait une transition en K1 qui est devenu extrêmement bon, qui a affronté vraiment du top niveau. Bouganem, notamment. Ouais. Et après, il est revenu au MMA. Ok. Donc beaucoup saluent un petit peu cette performance de carrière à un moment se dire non, mon pied-point n'est pas suffisant, je vais vraiment me concentrer sur ça, sur K1. Et le gars a affronté, il est arrivé au plus haut niveau entre guillemets dans cette discipline avant de revenir au MMA, tu vois. Ouais, ça c'est parce que tu regardes en fait, il fait son début de carrière 2-2 entre 2014 et 2016 et puis on le voit pas pendant 5 ans. Donc quand il est à 2-2, il perd contre Mehdi Dakaev par clé de bras, aucune honte à ça. Mehdi Dakaev qui était à 5-0 quand lui était à 2-1. Ça c'est 2016 et puis il y a plus de combat MMA référencé jusqu'en 2021. Ouais, effectivement, il revient sur une soumission, sur 2 soumissions d'affilée, puis la disqualification et c'est en 2022 qu'il va scorer son premier KO en MMA. Ouais. Et donc il fait entre 2016 et 2019 combien de combats il fait? Il en fait une vingtaine, je sais même pas combien c'est. Mais très actif en compétition pied-point. Ouais, 2016, il fait du circuit français 2016-2017, après de l'international, il est au TK2 World Max, Nuit des Champions qui est dans le sud de la France, il affronte Jezim Derwish qui est aussi un gars qui est bien dedans et il prend des gros clients. Ouais. Il a combattu il a battu Armand Ambarian, tu connais? Oui, de chez Valon, ouais. Très bon, très très bon en plus, solide, ouais. Il a battu premier round en 2018, il a perdu contre Vienno, il a perdu contre Mohamed Ndouf. Non, purée, il a vraiment affronté du solide. Gagne contre Bouganem en K1, perd contre Superbon. Waouh. Ouais, en fait, c'est ça. Donc, je vais peut-être rebondir sur ce que j'ai dit. Donc, quand j'ai dit simple et efficace, son pied-point, on le répète assez souvent sur Fight Minds, que ce soit via Nicolas Haute quand on l'a en interview ou nous. Simple ne veut pas dire facile ou bête ou bêta ou débutant. Ouais. Simple et efficace, c'est juste qu'il va pas faire des techniques qui sortent de l'ordinaire. Il reste concentré sur les techniques qui fonctionnent pour lui. Et ces techniques qui fonctionnent pour lui, ce sont les classiques. C'est son jab, son overhand en contre, son cross en contre, le direct, le check hook, comme tu as dit, les low kicks, les middle kicks. Donc, ce sont des techniques simples qu'on apprend dès le premier mois, que ce soit en K1 ou en kickboxing, en Muay Thai ou en MMA. Mais il les a vraiment perfectionnés. Il sait comment les envoyer, il sait quand les envoyer. Ça fait mal. Et donc voilà, quand je dis simple et efficace, c'est du haut niveau quand même. Ouais, bien sûr. Donc voilà, il a vraiment cette période-là. Et donc, forcément, si tu te concentres que sur une discipline, pour moi, tu perds un petit peu dans les autres, et notamment en MMA. Et donc, sa reconversion en MMA, elle est quand même relativement récente, tu vois. Ouais, oui, parce que c'est quoi, c'est 2021 qui reprend. Et c'est vrai qu'entre 2021 et aujourd'hui, il est passé de 2 à 12-5. Donc il a été actif en pied-point et puis il est resté sur cette haute activité, sur ce haut volume de combat depuis qu'il est revenu en MMA.
Donc on peut le considérer, on pourrait imaginer, parce non, il a même pas de combat amateur, hein. On pourrait presque imaginer qu'il est plus sur un record de 10-2, tu vois. Genre, comme s'il avait fait ses premiers combats qui étaient en pro, il aurait jamais dû faire des combats en pro à ce moment-là, en 2016, 2015, 2014. Mais, ouais, c'est ça, en fait, tu isoles, t'aurais pu l'imaginer 2-2 en amateur, et après, si tu isoles vraiment cette période de retour, il est sur 10-2, quoi. Avec, 10-3, 10-3, mais, okay. 10-3. Avec 6 victoires d'affilée à l'international, en plus. Ouais. Ouais. Donc ouais, pas mal. Je crois qu'on a fait un bon petit tour de Wilson Varela. Bah, juste sur les points négatifs, moi j'avais noté d'autres trucs, hein. Moi je trouve qu'il est quand même, je trouve peu mobile. Tu dis qu'il désengage, mais c'est vrai qu'il a un jeu de jambes relativement simple. Moi je pense quand même qu'il manque d'années d'expérience en MMA sur ce combat, hein, bien évidemment. Sur ce combat. Et sûrement de connaissances générales. Je pense que c'est, comme je dis, ça va faire 3 ans qu'il a repris. Ouais. 3 ans qu'il a repris à 100% MMA, et moi je trouve ça relativement peu quand on va parler de Parnasse. Et alors, ouais, non, c'était les autres points négatifs que j'avais notés. Ok. Moi, j'avais noté un petit truc, mais c'est pas un point négatif, c'est plus une impression que j'ai, que de temps en temps, on sent qu'il y a un genre de crainte des potentielles remises de son adversaire. Donc, quand il vient engager ou quand il y a une séquence dans la poche où ils sont tous les deux à une distance de pouvoir se toucher, j'ai l'impression qu'il y a une certaine crainte de se faire toucher, donc il va vite sortir de la zone de danger. Mais c'est vraiment une impression. Je peux pas dire que c'est une faiblesse parce que ça n'a pas encore été exploité. Mais cette réaction face peut-être à un bon striker rapide, ça pourrait se retourner contre lui et se transformer peut-être en passivité ou en attentisme. ça pourrait le rendre attentiste, je pense, dans un combat. Donc voilà, à voir. C'est pas une faible, on va dire ça peut-être un facteur X. C'est quelque chose que j'ai ressenti en voyant certaines séquences, mais je peux pas garantir que c'est le cas. Avant de parler de Saladin, on va faire une petite pub sur le site sur lequel on commande nos compléments alimentaires et puis on se retrouve juste après. Cela faisait des années que je cherchais des protéines sans ingrédients inutiles et malsains. Je suis tombé sur la marque Norcod sur le site livehealthy.com et j'ai décidé de m'affilier à eux. C'est simple, la whey protéine goût naturel de Norcod n'a qu'un seul ingrédient, 100% de whey protéine organique de bœuf nourri à l'herbe. Résultat, on a 80 grammes de protéines de qualité au 100 grammes, quasi aucun gras et très peu de sucre. Leur marque est testée en laboratoire tiers, encore un argument de force. Leur créatine est également incroyable, de même que leur collagène. Depuis que j'ai découvert cette marque, je ne jure que par Live Healthy pour mes compléments alimentaires. LiveHealthy.com regroupe d'autres marques de haute qualité, avec aussi du café, des adaptogènes, des marques de biohacking qui ont une excellente réputation. Allez faire un tour avec notre lien en description et profitez de 5% de réduction sur chacune de vos commandes avec notre code promo FightMinds. Soutenez notre chaîne en faisant le plein de compléments sûrs et efficaces. Saladin Parnasse est gaucher. Je crois que j'avais précisé que Wilson était droitier. C'est très important d'ailleurs quand on parle de Varela qui a 2 finishes qui partent de sa jambe arrière. Voilà, on est de nouveau en garde ouverte ici. Je pense que Saladin Parnasse, on sera tous d'accord pour dire que sa grande force en termes d'aptitude, c'est sa vitesse. Et en deuxième plan, qui vient aussi en premier plan, c'est son cardio. En termes de technique, très bon striker. Au point d'en oublier qu'il est complet, en tout cas à mon sens. Il a une lutte offensive intéressante et un très bon grappling, particulièrement son jeu de soumission. On l'a déjà analysé plusieurs fois. On trouvait qu'il avait un petit souci d'appui et de stabilité qui, selon moi, ont disparu, en tout cas à sa dernière sortie. Donc, je ne sais pas si on doit encore les considérer, mais voilà, pour faire un profil général, très bon jab en garde ouverte. Ici, on doit en parler parce que ce sera en garde ouverte. Très beau recul du buste pour mettre une remise avec son bras arrière. Et il joue très bien sur les 3 niveaux avec sa jambe arrière pour les kicks. Donc, voilà, bonne gestion de la distance, je pense. Assez bonne compréhension de l'espace. Conscience de où se trouve son adversaire, où lui se trouve et où se trouve la surface de combat. Donc, déplacement plutôt intelligent du côté de Saladin Parnasse. Ouais, bah écoute, moi j'ai noté tout ça aussi. Là, j'étais en train de cocher tous les points. Bah, je crois que c'est. J'ai rajouté, je trouvais qu'il a une très bonne de défense en lutte aussi, notamment grâce à sa réactivité, son explosivité. Sa question de la stabilité, je pense que par contre, ça sera au détriment de sa vitesse. Je pense qu'effectivement,
la vitesse qu'il a, c'est parce qu'il est aussi très très léger sur ses appuis, et forcément plus tu es léger, moins tu es ancré dans le sol, bah plus tu peux être instable entre guillemets. Ouais. Mais par contre, bah, moi je suis assez d'accord. En tout cas, à voir. Je pense que ça a été corrigé, mais je pense qu'il a perdu forcément légèrement en mobilité et en vitesse. Ouais, parce qu'il doit s'ancrer davantage dans le sol, donc forcément, ouais, c'est l'un ou l'autre. Ouais, je pense pas que ce soit trop possible c'est antagoniste, tu vois. Ouais, maintenant, je pense qu'il a un peu fait le calcul en disant il est tellement rapide qu'il peut se permettre de ancrer un tout petit peu plus, parce que quand tu vois son combat contre Mirkea, il y a des esquives de low kick, c'est au centimètre près, et c'est parce que au-delà de sa vitesse, c'est vrai que tu peux être très rapide, mais pas spécialement être très réactif. Ça peut arriver. Tu peux avoir une vitesse de corps exceptionnelle sans pour autant avoir une vitesse de réaction qui dépend plus de tes yeux. Mais lui, il a les deux. Sa réactivité est assez incroyable, ce qui lui donne un bon timing aussi. Un bon timing sur son pied-point, mais aussi un bon timing sur sa lutte réactive. Ouais. Et puis, on peut peut-être mettre en point positif sa grande expérience de combat, quoi. Clairement. Il a commencé très jeune. Je sais plus, j'ai écouté une interview, je crois qu'il a commencé à 12 ans. Il est quasi suivi chez les... Enfin, il a quasi un suivi professionnel depuis qu'il a 15 ans, tu vois. Il a commencé ses combats pro, il avait 17. Ouais, parce que là, il a 27 ans aujourd'hui, on est en 2024. Son premier combat pro, c'était en 2015. Et il affronte... ouais, c'est ça. C'est en Chine, ça? Ouais, il est parti en... Non, 100% fight, c'est 3-4 premiers combats. Puis il part en Chine. Il a déjà combattu en Chine, je pense. Avant ça, c'est pas référencé sur Tapology. Et puis ouais, beaucoup de 100% fight, puis European Beatdown chez nous, je pense qu'on était tous les deux dans le stade pour voir ce combat-là. À ce moment-là, il avait déjà un walkout avec un son personnalisé où on entendait Saladin dedans, et c'est sa victoire à l'European Beatdown qui lui ouvre les portes du KSW en 2017. Donc c'était il y a 7 ans, ce qui signifie qu'il avait 20 ans. Et à 20 ans, il bat déjà Lukas Radjowski par décision. Et je pense qu'on peut le souligner, c'est aussi un précurseur dans le management de carrière, tu vois. Ouais. Je pense que à cette époque-là, où tout le monde ne parlait que du UFC et qui t'a mangé des cailloux, ça a été un des premiers Français à se dire non, je vais aux meilleures offres entre guillemets. Ouais. Et ce qu'on voit maintenant depuis la légalisation en France, on a des combattants qui rejoignent d'autres organisations et montrent que c'est possible de faire une très belle carrière dans d'autres organisations. C'est clair, ouais, parce qu'il y a effectivement, il y avait une époque où c'était UFC ou rien, enfin UFC ou rien, on s'entend, c'est si j'ai le niveau et le potentiel pour l'UFC et que l'UFC me contacte, je vais à l'UFC. Et Saladin a fait partie des premiers qui, je pense, avaient soit l'opportunité, soit en tout cas clairement le potentiel et qui ont fermé cette porte-là. Ouais, tant que l'argent était pas au rendez-vous. Donc pour moi, ça reste aussi un précurseur dans le management de carrière. Ouais, point négatif. Et c'est ce que j'allais dire, ouais. Est-ce que on avait parlé donc la dernière fois qu'on avait fait son analyse, les points négatifs qu'on avait sortis, c'était stabilité et appui. Maintenant, est-ce qu'il y en a d'autres? Sur ce combat-là, c'est difficile. Hein. Ça reste toujours un piège, hein, le trop plein de confiance, tu vois. Ouais. Ça reste toujours un piège. Est-ce que, mais enfin voilà, même en étant trop confiant, je le vois pas. Non. Ouais, il est tellement, il est vraiment bon. Ouais. On a du mal à trouver des faiblesses parce que soit personne n'a réussi à réellement les exploiter au KSW, et elles sont pas visibles, quoi. Non, il y a la seule défaite qu'il a, c'est ce c'est crochet. Bartos. Hein, ouais, donc la seule défaite dans une de ces deux divisions de cœur, c'est le crochet. Ouais, contre Bartos, biceps. moi je le compte même pas ce combat-là. Pour moi, c'est un super fight. Ouais. Enfin voilà, je compte même pas cette défaite-là. Non, c'est contre contre Daniel Torres. Contre Daniel Torres. C'est peut-être entre guillemets, hein, mais vraiment entre guillemets sur j'ai envie de dire un peu, ça peut lui arriver de manquer un tout petit peu de finesse technique. Ouais, parce que là il surengage. Il surengage un peu sur cette surengage, son roll under est
beaucoup trop haut. On l'a souvent quand ça arrive sur les roll-under, c'est pas la hauteur de pads, tu vois, c'est la hauteur du bras. Hein. Ouais. Et il surengage légèrement. C'est un roll-under où il descend pas assez rapidement. Et parfois, dans certaines phases, je trouve que ça manque, tu vois, ce tout petit détail de technique qui est complètement compensé par sa vitesse et son cardio. Et je sais que j'avais déjà eu un retour de quelqu'un qui s'était entraîné avec lui, qui disait, techniquement, il a rien de particulier, quoi. C'est pas un fin technicien, il a pas. Par contre, cardio, endurance, physique, ça s'arrête jamais, c'est infernal. Ouais, tous les retours, moi, que j'ai eu des gens qui sont allés tourner avec lui, qui ont fait des sparring avec lui, c'est en général, ton premier round de sparring contre lui, t'es là, tu fais, ah ben, en fait, ça va. Il est humain. Et puis, c'est quand toi, tu commences à fatiguer que lui commence à accélérer. Et en fait, tu vis en enfer. Ça dépend si ça dépend de ton cardio, quoi. Mais à un moment, tu vas vivre en enfer parce que, ouais, j'ai 2 retours, je pense, de gens qui ont fait 5 rounds contre lui en sparring. Et ils disent, à partir du 3e round, tu nages, quoi. T'es submergé. Ouais, je pense que c'est ça. Mais bon, moi, je l'ai mis dans les points, entre guillemets, négatifs, mais pas tant que ça. Mais je pense qu'il a encore du potentiel, juste sur l'aspect technique. Juste, mais c'est des détails de centimètres, hein. C'est vraiment pour que, en plus de toutes ces qualités qu'on a énumérées, le jour où il deviendra un fin technicien, ça va être un bordel. Ça va être un bordel. Pour moi, c'est encore cette marge-là qui lui manque. Ouais, du coup, bah voilà, une de ses forces, c'est de connaître les attributs qui sortent du lot et de jouer dessus. J'en parlais en off avec Nicolas Hoth, mais voilà, en MMA, tu peux être complet ou tu peux être spécialiste. Ben pareil sur les aspects fitness. Sur l'aspect fitness du MMA, tu peux être bon partout, avoir un bon cardio, avoir une bonne vitesse, avoir une bonne force, etc. Ou alors tu peux être un peu, comme tu le dis tout le temps, tu montes un curseur, il y a d'autres curseurs qui vont descendre. Et je pense que Saladin, il y a 2 curseurs qui sont très hauts, c'est vitesse et cardio. Et il sait comment jouer dessus, notamment en étant peut-être un peu plus... Mais je trouve qu'il trouve le bon rythme, tu vois, de la bonne intensité dès le premier round. C'est pas trop élevé, mais c'est suffisamment élevé pour s'assurer qu'il y a de la fatigue qui s'installe chez son adversaire. Et puis, j'ai l'impression qu'il arrive à très bien lire comment descend la fatigue de son adversaire pour accélérer au bon moment. Et je crois que l'écart de niveau grandit de round ou de minute en minute entre Saladin et ses adversaires tant qu'il rencontrera pas quelqu'un qui pourra matcher soit de sa vitesse, soit de son cardio, ce qui pour l'instant il a pas rencontré au KSW. Ok, hydratez-vous avant la partie game plan. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les 2 cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Alors, je vais être un peu cru sur la partie game plan. On va commencer par ce qu'on ferait pour Wilson Varela. Pour moi, on l'a dit, Saladin est plus rapide, il est plus complet, il a un meilleur cardio et il a une bien meilleure expérience sur 5 rounds. Alors on le rappelle, on a une difficulté, nous, ici, en tant qu'analystes, c'est qu'on base nos analyses uniquement sur les combats qui sont disponibles. On voit pas ce qui se passe à l'entraînement. C'est vrai que tu l'as dit, il y a pas mal de proches de Varela qui disent que il a tourné en coin ou que ça va le faire. Et c'est ça. Moi, mon analyse, c'est que à moins d'une révélation dans le jeu de Varela, si les deux sont à 100%, de ce qu'on a vu par le passé, Varela doit prendre des risques dans sa stratégie. Je le vois pas gagner s'il vient comme d'habitude dans un combat un peu mesuré. Je le vois pas remporter 3 rounds sur 5. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, mon analyse de base ici, c'est qu'on a un Varela qui doit se considérer comme gros underdog et qui doit faire quelque chose qui n'a pas réellement été fait par le passé. Il est gros underdog. Factuellement, il est gros underdog. Il est gros underdog. Ouais. Écoute, moi j'avais marqué Brawl, donc la bagarre entre parenthèses.
Ouais. Entre parenthèses, avec un point d'interrogation. Effectivement, je pense que... Mais je l'ai mis avec un point d'interrogation parce que même là, je pense que ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Donc, écoute, dans le game plan, moi, il y a un détail, un point, entre guillemets, négatif, mais qui n'a jamais été exploité. Saladin, je trouve que sa jambe avant est très tendue, tu vois. Tu vois, il a une jambe avant très, très tendue. Stop kick alors, tu penses? Ouais, moi j'ai marqué les stop kicks. Et il a un timing, une vitesse incroyable. Donc effectivement, sa jambe avant, elle est disponible. Tu te dis, je vais mettre des low kicks. Et puis, dès que tu lances, il n'y a plus rien. Il y a un petit centimètre qui recule. Ouais. Mais regardez un peu ses sparring, son genou. Normalement, on casse légèrement le genou, tu vois. C'est droit, mais vraiment droit, quasi en hyper extension arrière. Et je pense qu'il devrait travailler vraiment sur les stop kicks. Peu importe, c'est garde ouverte, donc oui, ça va être côté gauche. C'est ta jambe avant sur la jambe avant de ton adversaire. Et pas forcément en side, hein, tu vois, peut-être avec la jambe ouverte, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme l'a fait Pantoja sur Kai, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que ça pourrait être une stratégie de chercher à casser ses appuis, de chercher à créer le doute et d'avoir cette frappe un peu sur cette jambe hyper tendue. Je pense qu'il aura un travail, un petit peu de pression à faire. Beaucoup, mais enfin selon moi, moi j'ai mis mettre une vraie pression pour empêcher Saladin de s'installer. Ouais. Et puis vraiment miser sur une frappe, hein, parce qu'on a quand même vu Saladin Parnasse. Alors effectivement, on pourra toujours questionner sur ce crochet, mais pour moi, un crochet qui touche avec un biceps ou un poing, c'est la même chose, tu vois. C'est un crochet qui touche. Hein. Mais en tout cas, on l'a déjà vu, Saladin. Je l'avais dit qu'on n'en parlerait pas de son combat contre Bartos. Ouais, Bartos. C'est autre chose, mais il nous a aidés, nous les non-polonais. Il a mis comme surnom Bartos. Ça nous aide, on peut juste dire son surnom, quoi. C'est les deux KT au-dessus, c'est ça, hein. C'est welterweight, c'est son combat en welter. Ouais. Mais on l'a vu pouvoir être touché et un peu ébranlé. Donc, surtout quand il est sur le pied arrière. Voilà, donc je suis entièrement d'accord que c'est deux catégories au-dessus. Je suis entièrement d'accord que c'est un coup, que le crochet est un coup qui n'est pas habituel, et certains pourront considérer que c'est de la chance, entre guillemets. Mais en tout cas, si on part du principe que Varela tape vraiment fort, comme le disent tous ceux qui l'entourent et ses partenaires d'entraînement, eh bien, moi je pense qu'il doit un peu miser sur cette frappe. Trouver l'ouverture, il lui suffit d'une seule frappe sur 5 rounds, quoi. Une seule, hein. Ouais. Et moi, je miserais beaucoup sur les 2 premiers rounds, quoi. Aller la chercher dans les 2 premiers rounds. Parce que, pour moi, il doit être conscient que Saladin est une machine et que dès qu'il a le rythme, il va accélérer de round en round. Alors, encore une fois, nous, on voit pas ce qui se passe à l'entraînement. Peut-être il s'est construit un vrai cardio sur 25 minutes. Moi, ce que j'ai vu dans son combat contre Reda, par exemple, c'est qu'il fatigue quand même assez fort dans le 3e round. On a vu un Varela qui était très fatigué à l'entrée du 3e round. Donc, si tu fais ça contre Saladin, tu peux même plus espérer que cette frappe, elle passe, je pense. Donc, soit il a vachement travaillé là-dessus, soit pour moi, j'avais noté, il doit vraiment venir, et c'est très rare qu'on le dit, pour finir debout, sous la barre des 10 minutes. En général, on vient toujours en disant il faut une stratégie au cas où j'arrive pas à le finaliser, quel round je prends pour prendre une décision. Ici, pour moi, pas. Quand t'es underdog comme ça, il faut vraiment une prise de risque. Et donc, moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. J'avais pas relevé le oblique kick. Par contre, le côté un peu brawl, dans le sens où il faut pas laisser Saladin s'installer. Il faut être maître du rythme du combat. Il faut le mettre sur son pied arrière. Et il faut venir avec un objectif de le finaliser dans les 10 premières minutes. Donc, vraiment, aller chercher ton ouverture, quoi. Ouais, je pense. Écoute, je suis entièrement d'accord sur le game plan. Même si habituellement j'aime bien, comme tu le disais, avoir une stratégie sur les rounds. Mais là, je serais vraiment, vraiment étonné qu'il l'emporte à la décision, quoi. On s'est déjà fait surprendre dans des combats comme ça. On disait, lui, c'est impossible qu'il gagne à la décision. Et finalement, il vient le faire. Mais c'est pour ça qu'on va le regarder, le combat. Hein, mais clairement, je vais le regarder parce que on pourrait être surpris de cette manière-là, tu vois. Ouais. Et je te rejoignais aussi sur le fait de pas analyser son combat contre Bartos. Par contre, il y a des éléments qui font que, Saladin a été de temps en temps sur son pied arrière contre Bartos. Je pense que c'est parce qu'il n'était pas habitué à se faire taper par un
un 77 kilos. Ah, bien Si sûr. Varela tape vraiment fort, ça peut amener Saladin à se mettre beaucoup plus sur le pied arrière. Donc je pense que ouais, Wilson, il doit savoir toucher très tôt dans le combat, très tôt Ouais, dans le combat ouais. pour pouvoir appliquer une stratégie intéressante pour lui. Saladin doit-il lutter? Lutter, je dirais grappler, moi. Ouais, enfin, est-ce qu'il doit chercher à amener le combat au sol? Moi, je dirais, il doit amener à prendre son dos, tu vois. Je dirais que le chemin le plus sécure pour lui, c'est de prendre son dos, alors qu'il le fasse debout, à la cage, au sol. Je pense que c'est le chemin le plus safe pour gagner, qui sera peut-être pas le plus apprécié par les fans entre guillemets, tu vois. Mais si on enlève un petit peu tout autour et sur le combat, je pense qu'il peut plier ce combat-là en un round, clairement. Avec un étranglement arrière, je pense que c'est un combat. Enfin voilà, le game plan, c'est être patient, surclasser debout, créer les ouvertures, trouver les ouvertures. Mais voilà, pas vouloir faire une démonstration, parce que ça pourrait ressembler un petit peu à une démonstration, hein, clairement. Et ça reste quand même risqué. Même dans une démonstration, tu peux te blesser, tu vois. Même si le partenaire, il est là pour, tu vois, pour te faire... non, tu peux te blesser. Donc pour moi, il doit chercher à surclasser un petit peu partout, mais par contre, voilà, à un moment donné, prendre le dos, étrangler, et c'est terminé, tu vois. Ouais, en fait, ouais, j'aurais dû reformuler ma question, mais c'était plus ça. Je pense que Saladin peut le faire debout. Je pense que là où il y a un gap de différence, c'est clairement dès le moment où on est dans un département du grappling. Et donc, pour faire le lien avec mon intro, je disais qu'il y en a un qui doit venir pour prendre des risques, c'est Varela, et il y en a un qui doit venir intelligent. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Saladin peut clairement rentrer dans cette cage en se disant je vais le battre debout. Mais c'est pas le meilleur choix. Non, mais c'est pas le meilleur choix pour moi. Et effectivement, il doit pas penser public, il doit pas penser prestation de performance, il doit penser victoire. Et pour penser victoire, oui, il peut gagner debout, mais pour moi, dès le moment où il a une porte ouverte vers, comme tu l'as dit, hein, chercher le dos debout ou amener au sol ou amener le combat dans le département du grappling au sens large, il doit prendre cette porte ouverte. Comme on l'a dit il y a pas longtemps, Georges Saint-Pierre qui avait dit, je pense, dans son combat contre Nick Diaz, je me sentais meilleur que lui debout, mais encore meilleur que lui au sol. Donc je suis allé au sol un maximum de temps. Et je pense que Saladin, il doit venir avec cet état d'esprit. Je me sens meilleur que lui debout, mais comme on l'a vu, hein, Varela, il tape fort. Il peut finir un combat sur une frappe, surtout avec ses kicks. On est en garde ouverte, il y a cette dynamique-là. Et Saladin ne peut pas se permettre de prendre ce risque, parce qu'encore une fois, et je pense que ça va faire la bonne transition, il est tellement favori que perdre serait une très mauvaise prestation de sa part ou une très belle prestation de Varela, on le voit comme on veut, mais selon notre sponsor Unibet.fr, Saladin est archi favori, il est coté à 1.12 contre 5.90 pour Wilson Varela. C'est une dinguerie, c'est plus qu'un 85-15, on se rapproche du 90. C'est une différence écoute, énorme. Moi, tu m'aurais demandé de faire les codes, j'aurais mis ça, hein. J'aurais laissé 5% de chance, 5-10% de chance sur un coup malvenu, tu vois. Mais moi, je pense que la stratégie, comme tu l'as dit, je pense qu'il doit commencer debout. Je pense qu'il doit s'installer debout. Le combat commence debout, donc effectivement. Mais je vois ce que tu veux dire. Il pourrait rentrer avec un flying knee plongé dans les jambes ou Ben Askren. Non, je pense qu'il doit, mais plutôt partir sur une dynamique où Varela se dit, mais en fait, il est en train de me boxer, ok, j'ai peut-être trouvé une ouverture. Je pense qu'on pourrait avoir un début de premier round où Parnasse est plus rapide et largement dessus, debout. Ouais. Mais par contre, et que Varela se dit, ok, je vais peut-être subir un petit peu, je vais trouver un moment, et un moment où Varela veut frapper fort, passer en dessous, récupérer ce dos, étrangler, terminer, quoi, tu vois. Vraiment garder, pas montrer directement qu'il va aller au sol ou quoi que ce soit. Et dans ce cas de figure, est-ce que ce serait pas intéressant du côté de Wilson d'envoyer beaucoup d'informations dans le tunnel du lutteur, comme on dit, genre anticiper que Saladin voudra lutter
et montrer très tôt dans le combat les genoux dont tu parlais dans les forces de Wilson Varela, montrer ce front kick dans l'axe, peut-être montrer les uppercuts. Juste pour, tu vois, se dire, ok, s'il veut me lutter, je vais lui montrer qu'il y a un danger à me lutter en contre. Non, je pense pas qu'il va lutter intentionnellement, tu vois. Je pense que c'est pour ça que je disais qu'il pourrait prendre son dos debout. C'est un crochet, il passe en dessous, il attrape son corps et il le met au sol et il prend le dos, tu vois, ce genre de choses, quoi. Ouais. Vraiment, un moment un petit peu trop proche où il casse la distance. Je pense qu'il aura même pas besoin de descendre dans les jambes pour attraper ce dos. Donc, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il doit surtout un peu casser ses appuis. S'il y arrive, ça va être un peu compliqué. Peut-être les jambes, rester à distance avec ses kicks. On a vu, voilà. Peut-être menacer avec ses frappes les plus dangereuses pour Varela. Donc sa jambe arrière, son crochet, ses genoux. Et encore les genoux, ça fait courte distance, donc ça peut être. Je le mettrai pas. Je pense pas qu'il doit mettre ses genoux à partir du premier. Ok. Si ça dépasse le deuxième, le troisième, qu'il a pas mis de genoux, ce sera peut-être le moment. Ouais, c'est ça, surprendre avec. Ouais, c'est le back pocket. Ouais. Et peut-être qu'effectivement, à un moment où il voudra passer sur un duck under, donc passer sous le bras et être saisi et monter le genou très rapidement, ça pourrait être une solution. Ouais. Donc toi, pas du tout choqué par les codes de Paris. Du tout. Non. Ouais. Moi, je penchais 80-20, 85-15. Encore une fois, il y a cette question. Il y a beaucoup de scénarios pour Saladin en fait. Écoute, moi, j'étais quand j'ai vu un petit peu la hype autour du combat, que j'ai vu les cotes de Paris, j'étais un peu choqué. Je me suis dit, comment on peut avoir une aussi grosse hype entre guillemets avec des cotes aussi élevées, tu vois? Les cotes, c'est quasi un no match entre guillemets. Ouais. Donc, alors est-ce que la hype elle a été gonflée par les médias, je ne sais pas, tu vois. Mais quand j'ai vu les codes, je dis attends, tout le monde va voir ce combat-là, mais ça semble aller que dans un sens, tu vois. Ouais. Et après j'ai regardé un petit peu les combats de Varela et je comprends les cotes, je comprends. Ouais. Maintenant, voilà, on va prendre plutôt l'option de l'histoire entre guillemets, on va être surpris, tu vois. On va regarder ce combat-là parce que effectivement, ça nous a été vendu. Les gars, c'est pas ce que vous croyez, tu vois. Attends, contre Daniel Torres, il était favori à quoi? Il était énorme favori contre Daniel Torres. Donc, dans le passé, c'est déjà arrivé que Saladin se fasse surprendre. Et ben voilà, c'est exactement mais les la gens même vont chose. pas regarder. Il était à moins 810 contre Daniel Torres. Ici, il est à moins 800 contre. Ah non, pardon. Ça c'était contre Mirkia qu'il était à moins 800. Ouais, mais les gens vont pas regarder le combat en se disant Parnas va faire une erreur, il va tomber, tu vois. Non. Je pense que les gens vont regarder le combat sur Varela est mal évalué, il est sous-estimé. Ils nous ont dit qu'il tapait fort, qu'il était vraiment solide, qu'il se préparait, que toute la carrière qu'il a autour, tout son parcours où il est parti en K1, etc. Je pense qu'il y a ce discours-là, tu vois. Ouais. Moi, c'est pour ça que je veux regarder, parce que je pense que, j'espère avoir mal évalué le combattant qui est Varela, tu vois. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, comme j'ai dit, je crois que je vais regarder parce qu'il y en a un qui doit être intelligent, l'autre qui doit prendre des risques et ta prise de risque peut vite te faire passer de underdog à 15% à même favori sur le début en tout cas. On va passer au pronostic et préférence si on en a. J'ai une fois commencé sur les pronostics parce que je te lance tout le temps. J'ai un peu souri quand t'as dit que Saladin tu le voyais soumettre Varela parce que moi c'est mon prono. Par contre je vois ça arriver un peu plus tard dans le combat. Je suis d'accord, ça peut arriver vraiment dans le premier round, mais moi je le vois Saladin le faire dans le 3e ou 4e round. Il a pas mal de soumissions au 4e round, Saladin. Donc je vais mettre une unité dessus d'ailleurs pour finir l'année. Mais juste tu veux mettre une unité sur quoi? Saladin par soumission. Ouais, Saladin par soumission, elle est à 3,30. Elle est à 3,30. Saladin par soumission. Ah ouais, j'ai regardé hier, il y avait juste victoire. Je vais mettre 10 unités, moi. Non, il y a par soumission, c'est à 3,30 et j'hésite à complémenter ça, booster ça avec une demi-unité sur Parnas dans le round 3 ou 4, qui est à 4,45. Ah ouais, effectivement, elles sont sorties.
Bon, les amis, j'ai pas regardé, hein. Moi, j'avais juste, je m'étais dit, je vais mettre 10 unités sur Saladin. Mais je crois qu'on j'arrive pas à l'ouvrir. Pour gagner 1.2, quoi. Non, moi, je t'avoue que mon prono à la toute basse, c'était étranglement arrière au deuxième round. Ah bah, on n'est pas si loin que ça l'un de l'autre, quoi. Ouais. Peut-être pas le premier round. Je pense qu'il va être assez respectueux. Je pense je le pense suffisamment intelligent pour ne savoir qu'il y a toujours un risque et que ce risque-là se présenterait dans le premier round. Mais en fait, quand tu regardes Wilson Varela, il a 4 victoires par TKO au premier round et 2 victoires par soumission au premier round. Voilà. Donc je pense qu'il va laisser passer le premier round. Voilà. Et c'est pour ça, je me dis, Saladin, c'est quand même quelqu'un qui installe son rythme progressivement. Varela va peut-être aussi bien respecter Saladin, donc ça va peut-être aussi venir de manière plus mesurée et, comme je le disais, attentiste de son côté. Donc je peux voir un combat qui dure avec un Parnasse qui commence vraiment à installer et à submerger par son rythme à partir de la 3e reprise ou à partir de la fin du 2e, et que ça mette 1 à 2 rounds de soumettre. Donc c'est pour ça que je vois soumission 3-4. Ça me paraît pas mal, et je vais je vais mettre des unités là où ma bouche se trouve. Ouais, bah écoute, moi j'ai pas encore regardé sur les trucs, mais je pense que je vais mettre sur la soumission. Ou alors il a 3, quoi. KO, TKO 1-31. Ouais, donc, ah oui, issu du combat. Ouais. D'un côté ou de l'autre. D'un côté ou de l'autre, ouais. Bah, je trouve que sur ce combat, il y a beaucoup de cotes qui ont de la valeur, dans le sens où, tu vois, tous ceux qui sont proches de Varela et qui pensent vraiment à cette dynamique narrative de il frappe super fort, il s'est entraîné pour ce combat. Je crois que quand ils sont passés au RMC, je me trompe peut-être, donc prenez ça avec des pincettes, mais Varela avait dit que contre Saladin en sparring, il se faisait démonter, mais pas au dernier. Ou alors je confonds d'histoire complètement, mais j'ai l'impression qu'il y a une histoire comme ça de Varela qui parle de leur sparring et qui se sentait à l'aise sur la fin. Voilà, à 5,90, si tu crois pour Varela, tu peux aller te positionner, quoi. Ouais, si tu le vois mettre KO, elle est à 10, hein. Oh là 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 là. Varela Wilson à 10 par KO TKO, hein. Ouais. Donc voilà, je pense que sur ce combat, il y a pas mal de cotes à valeur. Comme moi je dis, je pense vraiment que la soumission de Saladin, elle est plus que live. À 3,30, ça me semble intéressant. Et alors, préférence Marseille ou Paris? Écoute, on aime toujours les histoires d'underdog, hein. Donc moi, si Varela l'emporte, je trouverais ça incroyable. Ça me ferait sauter de mon siège parce que je m'y attends pas. J'aime bien Saladin Parnasse aussi. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien sa façon de combattre. J'aime bien l'idée qu'il est encore jeune et que s'il gagne, je sais pas pour combien de temps il a signé au KSW, mais qu'il continue son ascension et puis qu'on le voit signer à l'UFC avec une belle prime directement pour un combat de top 10. Cette histoire-là m'intéresse aussi. Donc je crois que les deux scénarios peuvent me plaire. J'ai pas une préférence fixe. Ouais. Écoute, moi ma préférence va aller à Saladin Parnasse. Parce que Hatch a dit en interview que ça serait le numéro 1 mondial, et voilà, je pense que j'ai envie de voir ça, tu vois. Ouais. J'ai envie de j'ai entendu le discours sur bien se mettre à l'abri. Je pense que là c'est bon. Maintenant, pour être le numéro 1 mondial, on sait ce que ça veut dire, donc il faudra le prouver à un moment donné, et je pense qu'ils le feront à un moment donné, tu vois. Donc je ne perds pas espoir. Donc j'espère voir Saladin l'emporter, et puis voilà, puis continuer sur la suite jusqu'à ce qu'il voit quand le moment est venu, tu vois. Donc non, je ne perds pas espoir pour le voir, il faut pas perdre espoir. Numéro 1 mondial. On en a déjà parlé, il a 27 ans, je crois qu'il a re-signé au KSW pour 4 combats, un truc comme ça, donc il est pas impossible qu'il signe à l'UFC à 29 ans, ce qui reste très jeune, il irait avec une belle expérience, donc il irait avec une belle expérience. Ah ouais. Ah oui. Donc on garde espoir, et effectivement pour ce scénario, c'est une victoire, c'est mieux, même si, encore une fois, Varela gagne, tu fais un rematch immédiat, ça peut buzz de dingue aussi, ça peut créer vraiment ce truc de Saladin. Il avait perdu contre Daniel Torres, il a pris sa revanche, il a perdu contre Varela, il vient prendre sa revanche, ça le fait pas trop ralentir dans sa carrière, ce cas de figure non plus. Donc
Donc voilà. Ok, Brian, un tout grand merci. Les amis, merci. Vous avez vu, hein, on met plus de pubs incessantes de YouTube. On met nos pubs à nous. Ça nous soutient grandement si vous êtes convaincu par les produits, que vous passiez par nos liens d'affiliation avec nos codes promo. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.